9h21 sur Sud Radio, c'est la suite des grands débats du matin avec nos invités, nos éditorialistes Arlette Chabot et Philippe Bilger et un invité, Michael Darmon, journaliste, essayiste, romancier, auteur des Secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise aux éditions de l'Archipel. Oui, Michael Darmon, donc vous avez voulu raconter un peu ce quinquennat en coulisses, donc parce que vous avez pu rentrer dans certaines coulisses. Ça démarre d'ailleurs par un déjeuner où Emmanuel Macron, je croyais qu'il aimait pas les journalistes, mais finalement il les appelle quand même pour déjeuner. Il leur envoie des textos. Ça a beaucoup changé depuis le début du quinquennat, effectivement, où il était question au début du mandat d'Emmanuel Macron d'un vrai blackout, puisqu'on nous expliquait très clairement vous ne le verrez pas, le président, vous ne le verrez plus, parce qu'il fallait également rompre avec ce qu'il avait vu chez François Hollande, où il y avait eu les journalistes, on le sait, qui avaient vraiment porte ouverte. Tout était dans les livres. Voilà, donc lui, il a pris au début du mandat totalement le contre-pied. Puis après, il y a eu une évolution. Et à la sortie du confinement, il y a eu effectivement une vague de déjeuners de journalistes avec le président de la République et qui prenait son temps pour effectivement à la fois se déconfiner, pour montrer comment il allait aborder cette deuxième phase, ce nouveau monde qu'il avait sans arrêt incanté et raconté, et annoncé, qui tardait vraiment déjà à venir. Et puis au cours duquel, parce que ce sont des moments assez privilégiés où au fond il se lâche, comme on dit, il parle de manière très très libre. Et donc à partir de là, on commençait à comprendre les grandes lignes de ce qui allait se mettre en place, notamment le fait que par exemple pour Édouard Philippe c'était terminé. Même s'il évidemment il n'allait pas nous dire au cours d'un déjeuner à des journalistes, c'était évident. C'était évident, et moi ça me confirmait ce que on sentait, qui était ma conviction personnelle, c'est que Édouard Philippe, plus ses sondages augmentaient, plus il allait vers la porte de la sortie. C'est-à-dire que au fond, c'est parce qu'il y avait des bons sondages qu'il allait être limogé, non pas l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas d'ombre à son chef ? Parce que c'est la logique de la Ve République qui a épousé tout simplement Emmanuel Macron. Vous savez, il a commencé dans la notion de rupture et de vouloir être représentant d'un monde nouveau, et en réalité, il est un peu le dernier d'un monde ancien. C'est-à-dire que en fait, on n'est pas meilleur que le président en Ve République. Et il avait besoin à ce moment-là de reprendre du lustre et de se séparer de celui qui était le chouchou des sondages, qui était devenu la star du déconfinement et du confinement, que les Français pour des raisons mystérieuses, considéré comme étant quelqu'un d'extrêmement brillant. C'est lui qui avait mis le feu aux poudres, si je puis dire. Avec un peu de mémoire, les 80 km/h, les ronds-points, les gilets jaunes, c'est quand même Édouard Philippe. Je pense que Emmanuel Macron, ça l'a pas oublié. Et à ce moment-là, on comprend, lors de ce déjeuner, quand il nous dit, de toute façon, Ve République, c'est le président qui est toujours responsable, je dois poser un nouvel acte du quinquennat, je vous rappelle que je suis très libre. On avait compris, il n'y avait pas eu un mot en plus pour Édouard Philippe, que c'était terminé. Ah oui, pas un mot pour... Alors, et vous expliquez, vous révélez en fait dans ce livre que, donc certes, il y a eu Jean Castex, mais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans la boucle. Oui, celui qui a été en lice face à Jean Castex, qui est un petit peu son pendant, mais du côté plutôt centre-gauche, eh bien, c'était Jean-Yves Le Drian, qui a été casté entre guillemets jusqu'à la fin, jusqu'au moment. La fin, oui, parce que moi j'ai eu des conversations avec Jean-Yves Le Drian qui me disait je suis en contact avec le président de la République, il me demande de me préparer, c'est envisagé, c'est une discussion, mais tout en ne le voulant pas, lui, Le Drian. Il avait dit j'avais déjà été contacté. C'est vrai qu'à la sortie des Gilets jaunes, il est déjà pressenti, mais il refuse. Là, il me disait à ce moment-là, c'est une autre mission, c'est jusqu'à la fin du quinquennat, il y a un risque démocratique, mais avec qui on va gouverner, comment on va faire. Et au dernier moment, ils savent, et puis il avait compris que, comme d'habitude, Emmanuel Macron repousse la décision, tergiverse et fait attendre. Ce qui est assez incroyable, Michael Darmon, mais également peut-être Philippe Bilger et Arlette Chabot sur une réaction, c'est que c'est quand même pas la même musique avec quelqu'un comme Jean Castex qui lui donc était davantage, je dirais, dans les coulisses jusqu'à présent, et qui est de droite, qui est issu clairement de la droite, alors que Le Drian, lui, il aime être un peu plus en évidence, même si c'est quelqu'un de l'ombre pendant des années, c'est vrai, je vous l'accorde, mais de gauche, quoi. Mais c'est le même profil. Non, d'abord il n'est pas vraiment de gauche. Non, mais franchement, il n'est pas vraiment de gauche, Le Drian. Il est plutôt centre-gauche, qui s'entend très bien, on va dire, avec la partie droitière du PS et la partie la plus à gauche de la droite. Donc il pouvait parfaitement faire le lien. Et puis surtout, les profils sont les mêmes. Emmanuel Macron avait besoin de casser le ton sur ton. Il avait besoin de reprendre la lumière. Il avait
besoin de reprendre un nouveau fondé de pouvoir, parce que franchement, le profil de Matignon sous le mandat Macron, c'est tout simplement signer les parapheurs et avoir et mettre en scène les décisions du président. Donc c'est Jean Castex, quoi. Donc c'était Jean Castex, mais Jean Castex, il représentait le centre droit, parce qu'effectivement tout allait au centre, et puis une forme de pérennité. Parce que Macron sort du confinement avec le sentiment très fort que la France a été très secouée et qu'il faut en réalité non pas la réinventer, mais la préserver. Et donc c'est Jean Castex qui est une sorte de haut technocrate du terroir, et en même temps décision de maintenir et de reconstruire Notre-Dame avec la flèche à l'identique. À l'identique, on ne change pas, on maintient. Arlette Chabot et Philippe Bilger, une réflexion peut-être sur ce choix justement qui était pour relancer ou en tout cas terminer le quinquennat. Effectivement, tout à fait d'accord. Évidemment, c'est une évidence qu'il fallait quelqu'un qui ne fasse pas d'ombre, qui soit Michael dit fondé de pouvoir. Alors effectivement, on va pas dire collaborateur, mais sous-collaborateur. Moi, j'ai jamais cru à Jean-Yves Le Drian parce que je ne suis pas tout à fait d'accord quand même avec Michael. Il avait quand même une image de gauche. Ça aurait été interprété comme un petit virage vers au moins un centre-gauche. Bien sûr que c'est pas un militant socialiste pur et dur, mais en tout cas, et en plus, franchement, pas forcément aussi facile à manipuler, à manœuvrer que Jean Castex. Franchement, alors là, au début, on a tous rigolé parce qu'il y avait l'accent, parce qu'il y avait les maladresses, mais aujourd'hui, on finit par le dire, quand même, il fait le job. Ça doit être vraiment dur d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron. C'est une question qu'on ne s'est jamais posée avec Édouard Philippe, évidemment. Donc je pense que effectivement, Castex correspond bien à la période. On avait dit qu'il pouvait disparaître après les régionales, la défaite des régionales. Non, il est là et il fait le job. Et franchement... il a du courage. Allez, on va poursuivre dans un instant. Comment voyez-vous la période ? C'est souvent la question, l'interpellation d'Emmanuel Macron. Il dit, comment voyez-vous la période quand il voit des journalistes ou quand il leur envoie des SMS ? Parce qu'il le fait beaucoup. C'est ce que va nous dire Emmanuel Macron. Michael Darmon. C'est pareil. Emmanuel Darmon, j'allais dire. Michael Darmon, dans un instant. Je suis gagné par la bilgérite. En fait, c'est la bilgérite. Mon Dieu. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. 9h31 sur Sud Radio, les grands débats du matin continuent. Encore 10 minutes de débat avec nos invités, Arlette Chabot, Philippe Bilger et Michael Darmon. Oui, alors pour quelqu'un qui ne voulait pas parler avec la presse, il a parlé en permanence, Emmanuel Macron, en permanence. Il a eu d'abord les SMS, où il entretient beaucoup de SMS, parce que c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça. Et c'est vrai qu'il a cette petite phrase qu'il vous a sortie lors du déjeuner. Comment voyez-vous la période ? Oui, c'est qui est la version, je dirais, plus courtoise de comment tu vois les choses, qui était celle des SMS à l'époque où il en envoyait, effectivement, ou en tout cas certains qui étaient très fiers de montrer qu'ils avaient le SMS de Macron, donc c'était toujours assez amusant de constater. À une époque, il y avait ceux qui avaient le SMS, ceux qui l'avaient pas. Bon, voilà. Après, il est devenu président, c'est autre chose. Bref, en tout cas, il a commencé effectivement de cette manière-là pour tout simplement, lancer la conversation et puis capter un peu justement la façon dont les choses pouvait se passer du côté de la presse. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé dès le début et à la fin du confinement, c'est que, alors qu'il avait expliqué à la télévision en avril 2020, nous devrons nous réinventer, moi le premier, en réalité, et c'est ce que je rapporte parce que c'est un proche qui me le confie, il me dit en réalité, ce qu'il dit à la fin de la sortie du confinement, c'est je ne peux plus réinventer. Il faut préserver. Et c'est ça qui est au fond le grand chambardement de la sortie du confinement, parce que il doit préserver quoi ? Préserver la France, tout simplement. Il devait la transformer complètement. Les crises successives, certaines de son fait, bien évidemment la pandémie pas de son fait, ont fait que il y a les gilets jaunes avant, bien sûr. On aboutit au fait que tout simplement la France doit être plutôt préservée parce qu'elle est plus en état d'être transformée, d'une part, et deuxièmement, le quinquennat est terminé. À partir du moment où il suspend la réforme des retraites, qui était considérée comme la mère des réformes, celle qui devait ramener l'équité, la justice sociale, et qu'il est obligé de la suspendre, quelque part, il en est un peu soulagé parce que ça devenait un Vietnam politique. À partir de là, le quinquennat est terminé. Il n'y a plus aucune énergie réformatrice. Il est chef de guerre et il doit gérer les affaires courantes jusqu'à maintenant. Et puis ce qui
transparaît dans votre livre, c'est que finalement, décidément, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre entre qui et qui, entre le locataire de l'Élysée, je dis locataire, et les locataires de Matignon. On l'a vu quand même avec François Fillon et un certain Nicolas Sarkozy. Quelque part, on l'a vu également entre François Hollande et Manuel Valls. Et c'est la même chose, c'est ce que vous dites, alors qu'on croyait qu'ils s'entendaient bien, plutôt Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Bah non, c'est la ça a été une des grandes réussites de cette partie-là du quinquennat, c'est d'avoir masqué la réalité de la relation entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, qui a été tendue très très souvent sur beaucoup de sujets, oui. Peu spectaculaires, mais très, je dirais, structurants, que ça soit la Corse, la réforme de l'audiovisuel public, et puis après, de manière beaucoup plus puissante, évidemment, et qui ont fait marquer la rupture. Il y a eu 2 événements. Il y a le fait qu'Édouard Philippe a plutôt contribué aussi à empêcher Emmanuel Macron de suspendre le premier tour de l'élection municipale, ce qu'il voulait faire. Ouais. Mais il a laissé s'exprimer toutes les oppositions de droite et lui n'a pas fait grand-chose pour convaincre. Et puis surtout, ça a été aussi la manière dont la nuit du déconfinement du mois de juin, il a tout fait pour à ce moment-là l'arrêter parce qu'il manquait une signature, Édouard Philippe, oui. Parce qu'il manquait une signature du Conseil constitutionnel pour toute l'ingénierie juridique de ce déconfinement, parce que c'est quand même un moment extrêmement puissant. Et là, il a voulu tout arrêter. Il a même Matignon a même commencé à appeler les caméras de France Télévisions pour une déclaration qui dans la soirée, qui devait tout reporter. Et là, l'Élysée a tout arrêté. Emmanuel Macron a vraiment été intervenu fortement et a obligé à ce que ça se passe quand même. Et à partir de là, ce qu'il avait comme l'intention de se séparer d'Édouard Philippe au moment des municipales, s'il n'y avait pas eu la pandémie. Ouais. Le confinement a repoussé donc l'échéance, et il confiait déjà Juppé, c'est fini, j'en ai assez, en comparant Édouard Philippe à Alain Juppé. Alain Juppé. Avant Arlette, Philippe Bilger qui trépigne depuis un petit bout de temps pour 2 remarques. Non, je voulais dire à propos d'Édouard Philippe, il est évident qu'Emmanuel Macron l'a fait partir parce qu'il avait trop de lumière, mais je pense aussi qu'il lui a reproché, c'est ce que vient de dire un petit peu Michael Darmon, 3 erreurs graves qui ont un peu plombé le début du quinquennat. Quand on regarde ce qui a suscité du ressentiment, à chaque fois ça vient d'Édouard Philippe, dont l'aura pourtant demeurait incontestable. Et Édouard Philippe n'était pas un ectoplasme. Je ne veux pas dire que Jean Castex l'est, mais... Et ma deuxième remarque, je suis assez surpris de voir que Emmanuel Macron s'est assigné pour ambition aujourd'hui de préserver, alors qu'on peut penser que l'exigence régalienne de protection de la France, de mon point de vue, n'est pas assurée à la perfection, et c'est un euphémisme. Oui, c'est-à-dire Michael, et puis ensuite Arlette Chabot. Quand il dit, comme je le comprends, il faut préserver, c'est-à-dire ne pas faire de réformes qui bouleversent beaucoup trop la société française. La réforme des retraites en était une. Elle venait immédiatement, on l'a vu effectivement après les Gilets jaunes, dont un des responsables, effectivement, était Édouard Philippe, mais pas que. Il y avait aussi les petites phrases d'Emmanuel Macron. Il a aussi quand même contribué à alimenter le dossier. Il n'y a pas que Édouard Philippe. Il y avait aussi Nicolas Hulot, qui avait sa part de responsabilité. Donc en fait, les Gilets jaunes, c'est l'aboutissement de toute une série toute une gouvernance organisée sur la pensée complexe, sur une forme d'arrogance, de hauteur, du début du quinquennat, qui se manifeste et se cristallise avec cette révolte. Moi, j'appelais ça un soulèvement, qui est l'événement structurant du mandat. C'est-à-dire que on le verra aussi encore très certainement, et on le voit dans la manière dont le quinquennat va se terminer et dans la manière dont les Français vont s'exprimer dans les urnes. Petite remarque, on comprend pourquoi dans son livre Impression et ligne claire, Édouard Philippe met autant de soin à définir ce que doit être la fonction du président de la République et la fonction du Premier ministre. C'est-à-dire le président de la République qui ne s'occupe pas de tout dans les détails. Donc on comprend, ça éclaire davantage la réflexion. Maintenant, question que je me permets de poser à Michael Darmon. Allez-y. C'est quand on a écrit Révolution avant, pour ouvrir la campagne 2017 signée Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on écrit demain? S'il y avait un livre à écrire, évidemment, je suis pas sûr qu'il écrive un livre, et même je suis certaine du contraire.
C'est quoi? C'est préservation? C'est continuation. C'est-à-dire qu'en réalité, il fait exactement. Il continue quoi? Vous savez, la réforme. C'est ça l'image de Marx. Il continue le pouvoir. Il continue la pratique du pouvoir. Au fond, il est assez mitterrandien. Hein, et il a commencé avec sa manière, en disant révolution, comme vous venez de le rappeler. Au fond, le projet était de changer la vie au premier mandat. Et au deuxième mandat, eh bien, tout simplement, il part de la Renaissance française, c'est-à-dire de l'Union nationale. On est dans cette logique-là qui consiste à dire, pour pouvoir garder le pouvoir, eh bien, on va faire du rassemblement. Et puis, on construit également ce qu'il a patiemment, méthodiquement construit depuis le début du quinquennat en projet politique, c'est de se retrouver face à Marine Le Pen. Moi, je rapporte dans ce livre qu'il me confie, parce que par le hasard des agendas et des rencontres, je le vois quelques jours avant qu'il entre à l'Élysée en 2017. On est entre les deux tours de l'élection présidentielle. On discute un petit peu sur la façon dont ça va se passer. Et il me donne cette phrase qui, moi, me sidère, parce qu'en fait, il donne toute la trajectoire du quinquennat. Et il me dit, à la fin, il n'y aura que Marine Le Pen et moi. Oui. Bon, il y a Zemmour. Ouais. Sauf que voilà, comme prévu, rien ne se passe comme prévu. Et évidemment, il a maintenant Éric Zemmour. L'affiche jaunie, hein, c'est ce que d'ailleurs vous dites un petit peu à la fin de votre livre. Philippe Bilger, et ensuite 2-3 autres questions. Non, c'est très vrai, mais moi je suis frappé de voir à quel point Emmanuel Macron, tout de même, Harley demandait quel pouvait être le nouveau slogan d'aujourd'hui. C'est un slogan qui me paraît tout de même relever d'une sorte de contemplation et de narcissisme personnel. D'autres livres ont bien montré à quel point la principale finalité d'Emmanuel Macron, c'était de se cultiver et de s'honorer. Si les Français en profitent par ailleurs, tant mieux. Mais il est le centre de lui-même. Ah oui, c'est probablement ce qui l'a conduit à l'Élysée, quoi. Michael Darmon. Oui, mais ça reste. Oui, c'est pour ça que parmi les citations qui démarrent le livre, j'ai choisi celle de Groucho Marx, quand il dit « Je vous céderai ma place, mais elle est déjà prise ». Vous avez évoqué Édouard Philippe. D'aucuns disaient oui, est-ce qu'il y aura un destin pour Édouard Philippe présidentiel, etc. Vous qui le connaissez, puis qui avez enquêté en même temps à travers en fait ce livre. Ce qui me frappe, c'est qu'Édouard Philippe, malgré les apparences, ne fait pas de politique. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une logique de conquête du pouvoir. D'ailleurs, quand on en parle avec des sondeurs, ils disent on sonde pas Édouard Philippe parce qu'on sait qu'il s'intéresse pas à l'élection présidentielle à ce stade. Premièrement. Ensuite, moi, ce qui m'a frappé, et Arlette évoquait son livre, qui est un réquisitoire évidemment aussi très sévère contre Emmanuel Macron, qui, même si ça se fait justement de manière impressionniste, voilà. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est d'abord quand on veut être chef, on fait pas un livre avec son copain. Déjà, on écrit seul. Ensuite, ce qui me frappe, c'est l'univers dans lequel il s'installe, c'est l'univers de la fiction. Il n'arrête pas de parler des séries politiques, des fictions qu'il écrit, et ils ont donné chaque chapitre de leur livre un titre de film. Il s'inscrit dans peut-être dans une sorte de méta-univers politique, on va dire, qui n'est pas celui de quelqu'un qui diffuse une électricité politique. Où vous voulez, comme moi, autour de cette table, vous êtes approchés les faux politiques, ceux qui en veulent du matin au soir. Franchement, Édouard Philippe, dans son côté détaché, humour élégant et avec du talent d'écriture, il diffuse pas le fait jusqu'au moment du thé, quoi. Et puis il arrête après. Et puis les Français auront de la mémoire. Les Français, quand ils s'approchent des campagnes, ils savent très bien que c'est aussi avec lui que ça s'est mal passé. Un dernier mot, parce qu'on parlait de l'affiche potentielle qui était celle de Macron-Le Pen. Évidemment, ce n'est pas ce qui va peut-être se jouer. Comment voyez-vous les choses, Michael Darmon? Selon la formule consacrée. Donc, ce qui me frappe déjà, c'est que on est évidemment toujours surpris. Et là, l'événement de cette pré-campagne, c'est l'effondrement du socle de Marine Le Pen. Qui est un événement politique majeur, et je dirais que Zemmour en est presque une conséquence et non pas le fait principal. Il accélère, il cristallise un phénomène qu'on avait déjà vu commencer aux élections régionales, ce qui veut dire que la conséquence principale, c'est que le ring est ouvert. Le match Le Pen-Macron est de plus en plus incertain. Avec un ticket qui est de plus en plus bas pour le second tour. Et donc à partir de là, la personne qui arrivera face à Emmanuel Macron, aura certainement les clés d'une certaine manière de cette élection. Mais c'est vrai que il faudra aussi que lui explique et qu'elle soit capable de résoudre quelques énigmes. Est-ce qu'on est réélu pour la première fois hors cohabitation? Est-ce qu'on peut être rempart 2 fois? Et est-ce qu'il peut effectivement faire comprendre aux Français qu'il est passé
pour faire vite de Rocard à Giscard et qu'il a eu raison. Oui, les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise, Michael Darmon aux éditions de l'Archipel. Merci à vous d'être passé ce matin à Sud Radio.